Bon, bah, je vais me permettre de te recevoir avec beaucoup plus de dignité que je ne l'ai fait tout à l'heure. Bonsoir Jean-Michel et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alexandre, ben, merci à toi d'avoir pensé à moi pour m'inviter déjà. Comment ne pas penser à toi quand on va parler de choses comme ça? Je vais un petit peu baisser le son parce que je crois que ça sature un peu. Comment ne pas penser à toi? Écoute, j'avais justement envie de parler sérieusement d'armes à feu et pour ça, je suis assez mal placé parce que moi je ne sais faire que l'andouille. C'est du speed dating, tout à fait. C'est complètement du speed dating. Et voilà, j'avais envie qu'on fasse un petit point sur pas mal de choses. D'abord parler un peu pour les tireurs sportifs ici, parler un peu des petits changements qu'il y a eu en début d'année avec l'ouverture du SIA aux tireurs sportifs, qui était prévu de longue date mais qui était toujours fermé. Savoir ce que ça a changé concrètement pour toi en tant que professionnel et puis pour les tireurs amateurs comme je suis, comme il y en a certains dans le clavardage. Parler un peu évolution du matériel et puis parler aussi mentalité parce que on va pas se mentir, on a encore assez mauvaise presse vis-à-vis d'une certaine catégorie de population qui est pas toujours très bien informée d'ailleurs. Les gens te connaissent normalement s'ils ont vu les vidéos de Ignis. S'ils les ont pas vues, vous n'avez vraiment aucune valeur. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors bien sûr, oui, je suis Jean-Michel Piton, je suis armurier passionné principalement par tout ce qui est catégorie B. Je travaille actuellement dans une société sur l'exportation et la vente en France sur justement le matériel principalement de catégorie B, mais ça va être également des armes de tir qui peut être également de catégorie C, du matériel et de l'accessoire. Ok. Ton parcours, le parcours qui t'a amené à devenir armurier, armée, police, terrorisme. Alors non, moi malheureusement je suis un vilain canard, je n'ai pas suivi la voie sacrée. Pas de J'ai commencé terrorisme beaucoup. donc. Non, j'ai commencé beaucoup plus sobre, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu la passion du tir assez jeune. Donc j'avais 14 ans et en fait ça coûtait déjà très très cher. Donc du coup je travaillais dans mon club de tir qui s'appelait Provence Tir et qui s'appelle toujours Provence Tir, mais je ne suis plus membre de ce club-là, à Aix-en-Provence. Et petit à petit, en aidant, en filant des coups de main et ainsi de suite, j'ai pu tirer. Pouvoir cramer un petit peu de la cartouche. J'ai fait un break parce que tout le monde me disait que c'était pas un vrai métier, qu'il fallait qu'on trouve quelque chose de sérieux. Donc j'ai fait un petit break de quelques années pour aller travailler dans la microélectronique. Et sorti de ce travail-là, j'ai dit bon allez, tant pis, on va essayer le tout pour le tout, tant qu'à faire, on va faire le boulot pendant plusieurs années, on va essayer de faire quelque chose qui nous plaît. Et du coup, je suis retourné par la petite porte de l'armurerie en faisant des préparations de commandes, en faisant des envois, puis après la réception des clients, puis le conseil des clients, puis la vente des armes, puis voilà, petit à petit j'ai monté, j'ai fait, je pense, pas le tour parce que c'est très très grand, c'est un domaine qui est très très vaste, mais on va dire un tour d'horizon assez large sur ce type de métier, on va dire. Ok, c'est ce que j'ai pu voir, ouais, parce que effectivement, quand on a tourné les vidéos à Dune, hein, j'ai vu que tu étais intarissable sur un certain nombre de choses, notamment. Et bonsoir Albert, bonsoir. T'étais intarissable concernant les plateformes, les historiques, et c'est ce qui m'a vraiment passionné. Moi, c'est des lacunes que j'ai de par mon pauvre passé qui s'est cantonné. Non, ne ride pas. Un petit passage militaire avec, tu sais ce que c'est, hein, le tir militaire, ça n'est pas du tir. Et donc voilà, c'est ce qui m'a passionné chez toi, c'était justement cet amour de la technique et de l'histoire et de ces choses-là. Et on va commencer. Est-ce que toi déjà tu vois une différence entre le tir, techniquement je veux dire, au travers du matériel, entre le tir que tu as pu pratiquer quand tu as commencé, il y a 50 ans, et le matériel aujourd'hui, l'évolution des munitions? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile pour... regarde, mon fils de 10 ans, mon fils a commencé à 10 ans, est-ce que ça aurait été possible de commencer le tir à 10 ans avec du matériel standard il y a 30, 20, 30, 40 ans avec le matériel d'avant? Est-ce que tu penses que technologiquement le matériel a énormément avancé ces dernières années, ou est-ce que non, finalement on est toujours sur les mêmes bases? Alors concrètement, on n'a pas avancé depuis au moins 50 ans sur le fondamental de l'arme, c'est-à-dire que tout ce qui va être cinétique de l'arme, donc quand on parle d'une cinétique de l'arme ou une cinématique de l'arme, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire le recul de la culasse, l'éjection de l'étui tiré et le réarmement, donc pour un système semi-automatique ou automatique. En fait,
il y a eu une révolution qui a été faite dans l'arme à feu. La première, ça a été de mettre une cartouche et de l'encapsuler donc au début ce qu'on appelait un étui papier, puis après dans des étuis type métallique. Alors c'est pas vraiment du métal, mais vu qu'il y en a qui étaient en zinc, il y en a qui étaient plutôt en cuivre, il y en a qui étaient en acier, on va dire métallique. Ça, c'était vraiment la première révolution qui permettait du coup un transport, une résistance aux conditions extérieures et du coup une fonctionnalité de la munition par pratiquement tout temps. Et la deuxième révolution, ça a été d'augmenter en fait la cadence de tir par un système qui a été très ingénieux. Et le premier système, c'est John Moses Browning qui l'a vraiment mis en place. Alors il y a eu, bien sûr, vous allez tomber après forcément sur des grandes pointures d'armurerie qui vont me dire l'espèce d'hérétique qu'il y a eu avant. Bien sûr qu'il y a eu avant, mais on va dire que la personne qui a le plus démocratisé et mis cela en avant, ça restera et ça indéniablement John Moses Browning. Nous, on a quand même connu deux génies de notre vivant, du moins toi et moi pour l'instant, parce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça, qui sera bien sûr Monsieur Kalachnikov et également Eugene Stoner, donc respectivement le papa de la K-47 et le papa de la R-15. Et tu comptes pas Gaston dans le lot, donc c'était pas un génie, Gaston. Alors, Gaston est un génie. Cependant, il faut pas oublier un truc, c'est que Gaston, aussi fort qu'il soit, n'a pas inventé le double action de Glock. C'est un procédé qui existait déjà, et c'est un procédé qui existait même fabriqué par Mab dans l'entre-deux-guerres. On en parlera tout à l'heure si tu le veux bien. Le génie de Glock, ça a été de combiner du polymère qui existait déjà sur d'autres pistolets, hein, mais qui a été de le mettre en avant et de faire en sorte de travailler sur un marketing qui a été suffisamment fort avec une structure de pièces interchangeables entre toutes les armes qui fait que c'est devenu une référence. Tu sais mon amour pour les Glock, donc il n'y a pas de problème. Je trouve que ces armes sont de très bons outils. C'est très bien. Cependant, là, on parle vraiment d'innovation majeure. Là, au niveau d'innovation majeure, aujourd'hui, voilà, on parle du semi-automatique 1911, on va parler des systèmes à empreinte de gaz ou empreinte de gaz piston AK-47 ou empreinte voie veineuse type AR-15. Voilà, ça c'est vraiment majeur. Mais Glock, malgré le fait qu'il fait un très bon produit avec une pensée qui est somme toute germanique, c'est-à-dire presque une perfection de l'arme, c'est inspiré simplement de tout ce qui existait de mieux et l'a combiné dans son arme. Oui, c'est ça. En fait, il a rien inventé. Il s'est réapproprié des technologies qui arrivaient pour les mettre au service de la technologie du moment et d'y apporter des nouvelles techniques de fabrication aussi, quoi. Pour revenir à ta question initiale, moi, il y a 30 ans, je ne faisais pas de tir. Hein, T'étais pas né, remarque. Soit aussi quand même, mais bon, j'étais bien jeune. Mais on va dire que, du moins depuis que j'ai commencé, la grosse différence qu'il y a, c'est que nous, quand on commençait, je te parle de ça, du coup, il y a 20 ans, facile, même un peu plus maintenant, en fait, si tu veux, t'avais pas le choix. C'est où tu prenais un CZ75, où tu prenais un Tanfoglio, où tu prenais les premiers Glock qui sortaient, ça c'était un arme de poing. Hein. Ouais. Et le reste, c'était vraiment à la marge, il fallait vraiment se battre pour en trouver. Les armes d'épaule, ben, il n'y en avait pas des masses. Quand je dis il n'y a pas des masses, c'est qu'en fait il y avait très peu d'imports, ça se travaillait différemment, donc en fait les gens tiraient principalement la même chose. Et là pour les personnes qui le savent pas, mais avant notre génération, jusqu'à 1995 pour être clair, en fait t'allais dans un supermarché et avec ta carte d'identité tu pouvais acheter beaucoup de choses, même en semi-automatique. Tout à fait. Voilà. Alors, quand je dis ça maintenant, les gens déjà, un mammouth, ils savent pas ce que c'est. Alors, on avait un supermarché qui s'appelait Mammouth, mais dans ton mammouth, dans ton casino dans et le tout, squal aussi. tu trouvais une armurerie. Eh bien sûr, et on pouvait acheter... Nono, attends, alors je me permets, excusez-moi, Nono le Grassois, avec Andy au-dessus, voilà, donc Andy 40 SW, c'est un tireur en TSV, et Nono, que tu connais bien, donc qui est mon bourreau sur tout ce qui est, mon alter ego Merlu sur l'armement historique, c'est notre génie, et big up à toi également, Nono. On a eu l'occasion de parler un peu, ouais. Eh ben, voilà. Écoute. Et bonsoir à vous les amis, et n'hésitez pas à poser des questions, hein, et puis à intervenir tout à l'heure quand on ira débattre avec notre camarade qui est pas sur la même passion que nous.
Oui, tu parlais de l'acquisition facilitée. Moi, quand j'étais ado, j'avais des pistolets à grenaille. J'avais du 9 mm Flaubert, tu sais, des carabines de jardin qu'on achetait dans la maison de la presse dans le village d'à côté. Et puis, de la 22, on pouvait acheter de la 22. J'avais ça c'était tu vas me rafraîchir la mémoire. Diane ou Diana, je crois, la marque. Ah, c'était Diana, les carabines à plomb. Van de Lanriff, une carabine à verrou, un coup, Van de Lanriff, Diana, ou Diane. Ça doit être la Diana aussi. Alors, là-dessus, c'est vraiment pas. C'est bon, il faut que je sois au moins un semi-auto, mais oui, ça doit être une Diane, une Diana, probablement, et sûrement une Manu France, je pense. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est vraiment une grosse bûche avec un gros verrou en métal dessus, et on tirait une cartouche. Mais on avait le droit de les acheter, on pouvait les acheter, on achetait les cartouches à la maison de la presse, donc effectivement il y a eu une autre période pour les achats. Ma grand-mère, je l'ai déjà répété 50 fois, avait un 635 Le Français dans son sac à main, et elle l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Elle a même tiré une fois dans quelqu'un qui l'embêtait. Voilà, c'est fin de l'anecdote. Mais c'était... Mais on en revient toujours à la même chose. Je pense que pour toutes les personnes qui ont au moins jusqu'à un arrière-grand-père qui est en France, on se retrouve forcément avec des 6,35 et des 7,65. Alors, un peu plus rarement des 9 par an, même si ça existait, mais pourquoi pas des armes également qui ont été parachutées pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les gens le gardaient. Ouais, bien sûr. Les garder, parce que les gens avaient, si tu veux, une autodiscipline qui faisait que pour eux, une arme, c'était une arme. C'est pour eux, le couteau dans la cuisine avait autant de dangerosité que l'arme. C'est simplement s'ils veulent l'utiliser que c'était dangereux. C'est pas le fait de l'avoir chez soi que c'était dangereux. Ah oui, non, mais je sais. Mais... ouais. Bah, il y a eu beaucoup de... Moi, je sais que j'ai appris récemment que ma maman avait ramené toutes les armes de famille à la gendarmerie et j'étais pas en France. Ouais. Donc, le 635 n'existe plus, le MP40 n'existe plus. Enfin, les trucs qui étaient à la maison ont été ramenés à la gendarmerie. Voilà. Pleurer abondamment. Ah bah oui. Après, je sais pas ce que j'aurais pu en faire parce que c'était beaucoup de catégorie A quand même qu'il y avait à la maison. Et oui, disons qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, donc il y aurait eu une neutralisation que pour être en conformité qui aurait pu être possible pour le garder d'un point de vue historique. J'ai toujours à cœur de dire que même si aujourd'hui neutraliser une arme revient à pratiquement la détruire, pas pratiquement, c'est la détruire, il y a des produits qui sont... alors je sais que ça va y laisser le poil à beaucoup de gens, mais pour nous, en tant qu'amoureux de l'armurerie, du fonctionnement mécanique, qui sont pour nous comme de la mécanique fine, ou même simplement ça a un relais historique tellement énorme, et je parle pas simplement de la Seconde Guerre mondiale, moi je suis plutôt accroché à la Première Guerre mondiale sur les armes, qui me touche beaucoup plus parce que il y a une ingénierie qui est incroyable pour les moyens qu'il y avait à l'époque. Et ces armes-là, quand tu les vois détruites ou neutralisées, ça fait toujours énormément de mal. Enfin, pour moi, ça me fait du mal. Ah oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. En fait, si tu veux, c'est revenir à récupérer une voiture, une vieille Cobra parce qu'elle pollue trop. On va te dire, écoute, ta voiture elle pollue trop, elle passe pas le contrôle technique, on va brider le moteur, quoi. Oui, ou l'enlever même. Voilà, ou l'enlever. Donc, ça peut avoir un raisonnement, ça peut avoir une forme de logique si on est dans cette logique-là. Pour moi, ça n'a aucun sens. Hein, et dans tous les cas, le débat doit rester ouvert parce que je pense que... Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, un amoureux d'une voiture ou un amoureux d'une montre, parce que on va prendre un exemple encore concret, mais en France, par exemple, le tritium est interdit. Oui. Donc toutes les personnes qui avaient des belles montres de luxe, type une Rolex, alors je sais pas s'ils mettaient du tritium dessus, mais admettons, il fait quoi? Il va détruire sa Rolex? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Ouais, donc aujourd'hui, oui, je sais, non, c'est dramatique ce qui est arrivé, mon lapin. Mais du coup, c'est des vraies questions. Et voilà, comme le soulève Nono, il a dû se débarrasser d'armes en 1.11 qui, quelques mois avant, tout simplement, sur une ligne de papier, était considéré comme tout à fait légal. Donc c'était un point de vue de l'esprit en ce qui me concerne. Après, je suis pas fermé, je veux toujours débattre sur ces points-là, mais moi, je trouve ça quand même... Voilà, je trouve mais je trouve ça très dommage aussi que les catégories soient si mouvantes et on va en venir à parler aussi maintenant de la nouvelle
classification des pistolets revolvers d'alarme que je trouve assez bizarre. Tu me donneras ton sentiment là-dessus. Je comprends pas, j'ai pas vraiment compris les modifications de catégorie à des distances aussi rapprochées. En quoi c'est censé protéger les populations et prévenir les mères de famille d'un tireur fou, un tireur sportif fou bien entendu, qui aurait décidé de rafaler en auto plutôt qu'en semi-auto. Toi, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail, justement, ce changement de catégorie? Est-ce que vous avez perdu des marchés entre guillemets? Est-ce que vous avez dû repenser votre façon de travailler, développer des secteurs que vous ne développiez pas avant, décidément je vais y arriver, ou est-ce que ça n'a pas changé grand chose pour vous et ça a juste enquiquiné les tireurs? Ça a changé énormément de choses, mais après là-dessus, j'ai envie de dire toutes les sociétés. Alors quand je parle de société, je ne pas la société civile, je parle de société professionnelle, doivent se adapter au goût du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, t'es tatoueur. Est-ce que la réglementation sur les encres va modifier ton business? Forcément, pas un mieux, pas un moins bien, mais il y aura forcément un travail qu'on va faire dessus. Est-ce que le fait d'avoir un diplôme pour être tatoueur peut changer les choses? Oui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que s'adapter tous les jours aux mouvements du marché, ça fait partie de toutes les sociétés professionnelles. Maintenant, cela dit, nous on est là pour anticiper justement ces demandes-là, faire en sorte également de dire que des fois il y a des exagérations, il faudrait peut-être réfléchir que voilà. Alors des fois on peut infléchir des décisions qui ont été prises avec une certaine forme de de communication qui peut être fait, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que il y a un changement? Il y a un énorme changement. L'armurerie aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était il y a serait-ce que 10 ans de ça. Les tireurs n'ont plus du tout le même profil. Les statuts sociaux ne sont plus les mêmes. Est-ce que je peux te donner les quantités qui se vendent? Non, parce que je sais pas. Okay. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est j'arrive pas à trouver le mot. Il y a quelque chose qui va être un peu dévoyé. Je vais prendre ce mot-là. Quelque chose qui est dévoyé, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, on va essayer de pousser les gens à dire écoutez, ne vous armez pas. Et d'un autre côté, on va dire aux gens, faites gaffe parce qu'il y a énormément de violence. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas de télé, hein, mais je sais que toutes les personnes qui ont devant la télé, qui sont régulièrement devant la télé, devant la radio, et ainsi de suite, ils entendent il y a eu des personnes qui ont été attaquées au couteau, il y a eu ci, il y a eu là, il y a eu là, et les gens en fait développent un climat de peur. D'accord. Du coup, nous, dans les clubs de tir ou dans les armureries, t'as des personnes qui vont venir et dire oui, non, mais tu comprends, c'est l'insécurité. Et nous, on est là, on dit mais les gars, nous, on est là pour faire du tir en fait. C'est ça. Mais c'est quasiment... Je vois une question de MVD qui me dit les motifs pour s'inscrire dans un club ont changé. Je pense que oui, j'imagine que oui, que la motivation sportive, c'est pas le motif principal pour la majorité, mais je pense que ça a à peu près toujours existé, comme passer le permis de chasser pour certains, c'était le moyen d'acheter un fusil de chasse. Ou faire de la Muay Thai, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui font de la Muay Thai et c'est pas uniquement pour le côté sportif, c'est également pour pouvoir se défendre. Est-ce que les motifs pour s'inscrire, ils ont changé? C'est resté grosso modo dans la même quantité et normalement les clubs de tir font en sorte de dynamiser pour que les tireurs puissent venir suffisamment régulièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a suffisamment de demandes dans les clubs de tir pour dire aux gens, mais écoute, t'es pas assez assidu, toi t'es pas là pour tirer, t'es plutôt là pour avoir des armes chez toi. L'année prochaine, où tu accélères ta présence au club de tir, où on fera passer quelqu'un d'autre qui lui sera peut-être plus motivé. Ça, c'est des choses qui peuvent se dire. Mais au même titre que tu peux dire à un footballeur, un mec qui veut se mettre au football parce que lui, il a envie d'avoir un maillot chez lui et dire qu'il fait des matchs, viens plus souvent t'entraîner parce que au bout d'un moment, on est sur une dynamique d'équipe où voilà, il faut être là. Mais c'est la même chose pour le tir. Hein, c'est que en fait, toutes les personnes là que tu vois dans le chat qui font du tir, la plupart du temps, les personnes vont tirer seules. Ils rencontrent une personne, alors la plupart du temps c'est le vieux qui est là parce que lui il travaille pas, donc il commence à parler, tu es un peu noob, donc tu essaies de te cultiver, tu apprends 2-3 trucs, après tu croises un gars qui a un flingue qui t'intéresse, et en fait tu fais ton réseau là-dessus. Ah oui, je confirme. Voilà, dans le tir, ce qu'on essaie de développer, c'est ça, c'est-à-dire en fait, grosso modo, trouver des personnes qui vont tous s'entendre entre elles pour la dynamique du tir. Et la dynamique du tir, qu'est-ce que c'est? C'est 3 choses fondamentales. C'est le self-control, c'est-à-dire
se sécuriser soi, sécuriser les autres, ça c'est une chose qui est primordiale. Deux, c'est l'attention, c'est-à-dire tu vas être attentif à quelque chose. Alors ça, les gens vont me dire, souvent quand j'en parle, parce que quand on fait du tir, je dis il faut être attentif, les gens me disent ah non mais on est attentif, non t'es pas attentif, t'es toujours sur ton téléphone portable, t'es toujours sollicité par un truc. En fait, les gens maintenant ont un problème d'attention et tu le vois régulièrement, surtout sur les personnes qui vont faire du tir pour la première fois, du tir où ils vont devoir se caler. Tout à Et là fait. tu le vois rapidement. C'est exactement ce que je voulais dire quand mon fils, que tu connais, hein, toi, Monsieur l'ours, a commencé le tir. C'était un garçon très dispersé, très téléphone, tablette, tête en l'air, etc. Et ses premiers... bonsoir, nota bene. Ses premiers pas dans au pas de tir, justement, l'école de tir à plomb, etc. Au début, ça l'a structuré d'une façon que je n'imaginais pas. Parce que bien sûr, il s'est pris de passion. Hein, un garçon de 10 ans, tu lui donnes une arme, forcément. Bon, à moins qu'il ait une éducation spéciale, normalement, ça lui plaît. C'est comme la première fois que je lui ai mis un volant de karting entre les mains. Bon, j'ai vu que j'avais créé une vocation. Là, c'est un peu pareil. Ça a tellement structuré... voilà, si tu savais, tellement genré, mon Monsieur l'ours. Ouais. Et à la première fois qu'il est allé au stand de tir et qu'il a pu essayer une 22, au début, on l'a fait tirer avec une 22, il était super ravi. Non seulement ça, mais aussi, il a posé des questions. Il a demandé comment je fais, ça se fait comment, ça je fais ça comment on fait ça. Et il respecte les consignes, il respecte les consignes de sécurité, il respecte plein de choses. Et j'ai été tellement étonné des choses qu'il ne faisait pas à l'école, qu'il ne faisait pas à la maison. Il les fait au stand de tir parce que, comme tu dis, il y a une rigueur, il y a une attention, il y a une concentration, il y a aussi l'envie de performer un petit peu, bien sûr, comme dans tous les sports et dans tous les loisirs. Mais je trouve que je vois l'écrémage qu'il y a dans les clubs. Ceux qui viennent pour faire les andouilles, ils restent jamais très longtemps. Bon, déjà, ils se font virer, mais en plus, au bout d'un moment, quand tu as acheté toute la gamme de chez Taurus de 25 kilos le revolver pour faire voir à tes amis que c'est toi qui avais le plus gros, après, t'as vite fait le tour. Une fois que tu as acheté un Desert Eagle pour faire l'andouille et que tu t'es aperçu que c'était une saucisse, t'arrêtes. Donc on les voit très vite disparaître, alors que je vois des gamins qui viennent dans notre club là, qui se prennent au jeu et qui apprennent vraiment et qui deviennent des noobs aussi, hein, qui posent des questions, qui veulent du matos, pas forcément du matos énorme, mais du matos performant, et puis qui vont voir les anciens, qui vont voir les vieux, qui repèrent les gilets FFT aussi avec marqué arbitre, tout ça pour aller s'il te plaît, tu pourrais même pas me faire voir pour le zérotage de la lunette, pour ceci, pour... Et ça, j'ai trouvé moi que ça avait apporté un petit plus de rigueur à mon fils qui en manquait cruellement avant. Ouais, je suis assez d'accord. Après, moi je suis d'accord aussi avec le message là, de Just Japan, pas d'essentialisme. Effectivement, ouais, c'est pas tout le monde qui est comme ça, c'est pas une réalité universelle. Je sais, mais c'est ce vers quoi on tend. Et le dernier, tu m'entendais souvent le dire à Monsieur Ours, c'est l'attitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On le comprend pas trop parce qu'en France, on n'a pas ce truc-là, mais en fait, c'est pratiquement comme un art martial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je sais, chaque fois que je dis ça, les gens me disent mais t'es fondu. Non, t'as une attitude à avoir quand tu te tiens avec ton arme, t'as un dos droit, t'as une position avec les bras, t'as une attitude à développer, tout simplement pour arriver à performer. Cette attitude, c'est quelque chose qui va se donner dans la tête parce que une fois que justement tu as fait le vide dans ta tête, c'est-à-dire que tu es vraiment dédié à ton tir, tu as laissé ton téléphone portable, tu es là-dedans. Une fois que tu es maître de ta sécurité, la sécurité des autres, il reste qu'un truc, c'est que ton corps soit suffisamment aguerri et dans une position suffisamment correcte pour arriver à faire du résultat. Effectivement, on va s'apercevoir assez rapidement une personne qui tire beaucoup, une personne qui tire modérément et une personne qui tire pas du tout. Et là-dessus, et je rebondis avec ce que tu as dit, tu t'en aperçois rapidement. Nous, on a eu des personnes, des personnes dans le chat, donc de qui je parle, qui ont dépensé des milliers d'euros, alors des dizaines de milliers d'euros. Et dans ces dizaines de milliers d'euros, les personnes ne tirant jamais espéraient avoir des résultats. Et en fait, il y a des personnes qui dépensaient très très peu, mais qui s'entraînaient énormément et qui avaient de très très bons résultats. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois des mecs super motivés qui ont des vieilles CZ pas top, mais qui font en sorte qu'elles soient top parce qu'eux le sont, quoi. Ouais, vas-y, je t'ai interrompu, pardon. Non, mais on en revient à ça. Donc du coup, voilà, je pense que aujourd'hui, il est intéressant de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de comprendre l'intérêt du tir, des tireurs, de la mission de la FFT. Alors
j'ai rien pour ou contre la FFT, mais aujourd'hui c'est Elle existe. qui nous gère, elle est là. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont peut-être effectivement moins bien, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et savoir où est-ce qu'on va. Et savoir où est-ce qu'on va, c'est aujourd'hui justement arriver à comprendre que, ben, en fait, en tant que citoyen, comment dire, respectable, eh ben, on a normalement suffisamment de confiance qui nous est attribuée pour pouvoir détenir une arme, tout simplement pour tirer avec, avoir un loisir avec, quoi. Tout à fait, mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est en ça aussi que je parle de responsabilisation, pas seulement pour mon fils ou les enfants qui font du tir dans l'école de tir, dans notre stand il y a une école de tir, mais aussi pour les personnes, les tireurs lambda qui sont des gens qui sont responsables quand même de leurs activités, du transport de leurs armes, de la détention, de la gestion des munitions, de la gestion des autres. Se faire du tir dans un stand, c'est pas seulement faire attention à soi, c'est faire attention aux autres aussi, parce qu'on est potentiellement dangereux si on fait l'andouille avec une arme à feu chargée et prête à tirer dans un stand avec des personnes à côté. Et toutes ces choses-là, moi je trouve aussi, responsabilisent les grands comme les petits. Mais il y a quand même un petit élément là-dessus, c'est que les gouvernements successifs, que j'ai eu la chance de ne pas connaître tous, mais enfin certains oui, semblent se méfier quand même des tireurs sportifs, parce que si j'en crois l'évolution, j'ai fait un petit historique là en regardant sur le Wikipédia, méchant. La législation ne semble pas s'assouplir les années passant, puisque une fois de plus, j'ai vu que là, au moment où le SIA était ouvert au tireur, on va en parler maintenant, mais il y avait une reclassification des armes d'alarme en catégorie C, soumise à déclaration. Alors pas besoin de licence, d'après ce que j'ai compris, juste soumise à avis médical et pièce d'identité, si je ne m'abuse. Voilà. Ok. Selon toi, moi j'ai une petite idée, mais je préfère que ce soit toi qui te grille. Selon toi, pourquoi Monsieur Darmanin a-t-il bougé les armes d'alarme, qui sont donc inoffensives, en catégorie C? Alors, version professionnelle, je n'en ai aucune idée. Okay. Professionnellement, personne ne pourra te répondre d'une voix unique professionnelle là-dessus. Personne ne sait. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si je réponds d'une manière personnelle, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, les armes d'alarme sont des armes qui sont extrêmement utilisées pour des méfaits. Exactement. Ce sont également beaucoup d'armes qui sont utilisées pour des transformations. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que on arrive dans une situation de tension extrême avec les JO. T'imagines bien que si t'as 5 allumés d'un mouvement de foule qui s'amuse à tirer avec de l'air, excusez-moi, comprimé, que je raconte, avec du blanc, hein, de cartouche de blanc. Merci de tirer à blanc, merci beaucoup. Ça peut créer des trucs. Ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, ça, pour moi, c'est purement, aujourd'hui, dans ce que je ressens, c'est purement quelque chose de ressenti. Hein. Attention, je parle à titre personnel, il y a rien de professionnel là-dedans. Okay. Dans le deuxième truc ressenti, tu vois, encore une fois, on est en synchro, je pense qu'il y a de la politique plus que du lobby, mon nono, mais après chacun voit midi à sa porte. Il y a de la politique énormément là-dedans. Et je t'explique pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus ces personnes vont arriver en disant écoute, on a tapé sur les doigts d'un mec, des gars qui ont des armes, aujourd'hui on leur prive ça, demain on leur prive ça, vu que ce sont des gens sur lesquels on tape qui ont des armes et qui forcément ne sont pas les mieux vus, ça fait une action. Et cette action-là, elle joue à quelque chose. C'est-à-dire que, au même titre que la surclassement des armes en B4 en 1.11, il faut bien comprendre un truc. Hein, la version officielle de ça, c'était pour la violence faite aux femmes. Okay. L'origine de ça, officiellement, vous pouvez regarder, c'est la violence faite aux femmes. D'accord ? En fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont dit, si on fait péter toutes les armes aux tireurs, ça risque de foutre un bordel, il faut qu'on fasse quelque chose, on coupe la poire en deux, on fait ça. Mais en fait, si tu veux, fondamentalement, c'était n'importe quoi, parce que sans rentrer dans des discours qui vont m'agacer, parce que c'est des choses qui me minent, et c'est pour ça que j'ai pas de télé à la maison, mais un mec qui veut faire du mal, il fait 2 pays en voiture, il va chercher les armes qui traînent sur le champ d'armes, c'est pas très loin, hein, là tu vois, en bagnole, c'est pas très loin, tu reviens, et c'est réglé. Oui, non, je sais, mais... oui, je connais le...
en fait, sur Twitch, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus léger que rentrer là-dedans, quoi. Oui. Et donc du coup, voilà pourquoi, si tu veux, aujourd'hui, je pense pourquoi ça a été mis comme ça. Mais encore une fois, c'est personnel. Il y a rien de professionnel dans ce que je vous dis. Ma parole n'a pas plus de valeur qu'une autre personne à ce niveau-là. Moi, je suis assez d'accord, même complètement d'accord avec l'aspect effectivement peur d'exhibition publique, entre guillemets attentat. Il y a le problème aussi de la grande présence des armes d'alarme dans les braquages et dans toutes les attaques de stations-service, les homejacking et compagnie. Faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, que souvent ce sont les fabricants eux-mêmes ou des gens qui ont les licences qui fabriquent les armes d'alarme, donc qui sont donc identiques aux armes de catégorie B en l'occurrence, sauf que l'alliage qui sert à faire le canon et les mécanismes, si je ne m'abuse, est différent et les rend donc normalement non transformables pour le tir de cartouches traditionnelles. Est-ce que j'ai juste ? C'est juste. Okay. En effet, il y a beaucoup de choses qui empêchent la modification normale, mais après, bon, tu sais que les gens déploient des trésors d'ingénierie pour essayer de les rendre normales, fonctionnables. Oui, quand j'étais ado, j'avais acheté un Python de la marque 357 en grenaille, et en fait, il y avait juste une barre dedans. On avait enlevé la barre et on tirait du 357 et du 38 avec, voilà. Aujourd'hui, vu que c'est fait un merdonium appauvri, je crois que même si tu as la barre et que tu arrives à glisser une 357, tu n'auras plus mal aux dents, je te le dis. Je pense. Je pense aussi. L'ouverture du SIA pour les initiés, qui est donc un service d'identification des armes, si je ne m'abuse, détenu par le ministère de l'Intérieur et sur lequel tous les tireurs sportifs, les chasseurs, les pratiquants de balles trappes et je crois que c'est tout, et les collectionneurs, pardon, doivent s'identifier, sauf les professionnels, gendarmerie, police, tout ça, si je ne m'abuse. C'est ouvert, donc aujourd'hui, on peut faire soi-même ces démarches administratives pour la licence de tir, enfin pour la possession d'armes, ça concerne que la possession d'armes. Ça marche très bien, ça a facilité l'achat, notamment des munitions qui sont réglementées elles aussi. Il y a des petits couacs, mais enfin bon, ça va. Oui, Luarnos, tout à fait. T'as pas connu avant le SIA et t'aimes bien. Moi aussi, moi j'ai connu avant le SIA et je trouve que c'est hyper pratique. Et du coup, je me pose cette question. On catégorise les pistolets et revolvers d'alarme, enfin on les catégorise, mais on ouvre le SIA qui rend l'achat de catégorie B et de munitions en grande quantité plus facile. Mais quelle est donc cette folie? Est-ce que tu as une explication à nous donner? Pourquoi simplifier la vie aux tireurs sportifs? C'est vilain. Il y a plusieurs réponses possibles à ta question. La première réponse qu'il faut savoir, c'est que déjà, on ne le sait pas, mais cocorico, les Français sont excellents au tir. Alors quand je dis excellent, c'est qu'on n'a pas 2-3 mauvaises médailles d'or par-ci par-là. On a Eric Grofel qui se trouve en Bretagne, qui est 8 fois champion du monde de TSV, donc qui est une des disciplines de tir les plus dures, du moins à mon avis. On a au biathlon des athlètes de très haut niveau, on a des tireurs à bras francs et des tireuses à bras francs qui sont extraordinaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se démarque vraiment, de par cette école de tir à la française, où les gens arrivent sur un pas de tir, on leur jette un flingue dans les mains, on dit débrouillez-vous, des fois ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais bon, force est de constater que on a de bons athlètes, et je pense qu'il était intéressant de pouvoir faire en sorte que ces athlètes-là puissent avoir la possibilité de tirer suffisamment. Alors je m'explique pour que ça soit un peu plus clair. Dans tout ce que j'ai cité, hormis le TSV, les munitions ne sont pas contingentées. Ce qui veut dire par là que tu vas acheter 5000 munitions en bundle en rifle, tu achètes 5000 munitions, tu les tires, tu veux en acheter 5000, tu rachètes 5000, il n'y a pas de problème. Tout ce qui fait... Ouais, mais pas que la percussion annulaire. Tu peux avoir du calibre 12 en centrale, tu peux avoir du 308 qui est pas contingenté, voilà, tu peux... Bref. Donc tout ce qui n'est pas classé en munitions B11 de catégorie B. Tout ce qui est en munitions B11 de catégorie B, donc le 45 ASP, 9 para, 223, ainsi de suite, ces munitions, moi quand j'ai commencé, c'était 1000 par an. Sauf que le problème, c'est que dans la discipline TSV que je pratiquais, c'était 500 cartouches par entraînement par semaine. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va très très vite quand même, oui. Alors non seulement ça va très très vite, mais le problème, c'est que du coup, nous, on est obligé de recharger. Alors bien sûr, je parle pour
pour les vieux monsieur comme moi. Hein. Ouais, Et je peux pas connaître. petit à petit, on a eu le renouvellement des autorisations de munitions. On appelait ça, je crois, les compléments de munitions. Complément de stock de munitions, excuse-moi. Donc on pouvait monter jusqu'à 2000 à l'année, si je me rappelle bien, sur les papiers, sur les vieux papiers. Voilà, donc c'était compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le SIA, cette facilité de tracer grosso modo ce qui se passe, de voir qui achète pourquoi, dans quel... finalement, ils ont pu lâcher un peu la bride parce que se surveiller, les munitions, les gars, s'ils veulent en acheter, ils achètent des 308, donc c'est du 7,62-51, qui les achètent ça, qui est pas classé, ou qui l'achètent de la 223 qui est classé. Le résultat est le même, si le mec il veut faire n'importe quoi avec, le résultat est le même. Donc il y a eu cette forme de lâcher prise qui a été fait là-dessus. Et il y a un autre, ça c'est le premier point, hein, donc le premier point c'est des bons tireurs. Le deuxième point c'est que finalement ils se sont dit c'est pas la munition qui fait le danger, c'est le tireur, donc on va pouvoir lâcher un petit peu la bride. Et le troisième qui est très important, administrativement, ça soulage énormément, parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'avant, les dossiers papier, on envoyait tout à la pref, pref se fardait tout à la main, te renvoyait l'autorisation, toi, tu remplissais l'armurier, tu renvoyais à la pref validait, te renvoyait le papier, et chaque fois que tu achetais une munition, tu le marquais dessus, et l'armurier devait pouvoir faire les rapports au préf. Je t'imagine pas l'histoire, chaque fois que tu vends 50 cartouches, le mec à la presse, il n'a rien à faire. Tu vois ah oui, non, mais ça, je sais. J'ai connu la fin aussi un peu, là, et Thomas, donc, que vous avez vu dans les vidéos qu'on a faites à Dune, m'en parlait aussi. C'est vrai que souvent, pour les armuriers, c'était une guigne de devoir faire la paperasse. Même pour les tireurs, faut savoir qu'avant le SIA, pour une autorisation de détention de catégorie B, donc catégorie spéciale, on va raccourcir, on va dire arme semi-automatique, arme de poing, il y avait un dossier à remplir, envoyer à la préfecture ou à la sous-préfecture, attendre les exemplaires, ensuite envoyer, si vous vouliez commander par correspondance, envoyer les originaux à la boîte par correspondance, et tout, à chaque fois que vous vouliez commander une boîte de 9 para ou une boîte de 38, il fallait renvoyer l'autorisation originale par la poste en recommandé. C'était quand même pas très 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 pratique. Ça a énormément simplifié les choses. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent... tous ceux, du moins déjà, qui font de la catégorie B doivent bénir Monsieur Darmanin, ce qui... Notons la performance quand même. Hein. J'ai vu passer une question à propos de... Oui, vas-y, excuse-moi. J'ai deux trucs, oui, justement. Est-ce que c'est pour les femmes? Je voulais répondre aux questions, si tu veux. Ah, mais vas-y, t'es là pour ça, pour bosser à ma place ce soir. Donc, alors, bonjour, Kat de Bretagne. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du tir récréatif? Je ne suis pas en mesure de te répondre précisément. C'est bien la peine. Mais de ce qu'on voit dans les clubs de tir, donc là aujourd'hui j'ai fait 2 régions et beaucoup de clubs de tir, on va dire qu'il y a une proportion de 2 à 3 femmes sur 10 hommes, donc on va dire entre 20 et 30%. De la jante féminine qui tire, ma compagne tire également, et c'est une très bonne tireuse, elle tire même mieux que moi, parce que bon, dans tous les cas, je pense qu'elle veut pas me louper si un jour je l'emmerde. Mais oui, il y a un nombre, je pense, qui mérite d'être agrandi, parce que c'est encore quelque chose qui est malheureusement trop dédié. Ça sent le vestiaire souvent dans les clubs. Ça sent le vestiaire, ouais, on est d'accord. Et puis bon, il y a toujours Gérard à moitié arraché qui va venir te faire la blague poète qui peut un peu gonfler, je peux le comprendre. Le clubhouse, moi voilà. dans le club où je suis, le clubhouse prend un quart à peu près de la taille du stand, et voilà, hein, à partir de 11h, on range les pétoires et on passe au Ricard, hein, c'est le proverbe local, quoi. Alors effectivement, il y a peut-être pas... alors moi j'ai beaucoup de mal, hein, je vous avoue que le truc à l'ancienne, on boit l'apéro, machin, dans les clubs de tir. Pour moi, arme à feu, alcool, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à associer les deux concepts, comme alcool, conduite, tout ça. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que c'est pas très féminin comme milieu. Hein. Y a des filles qui viennent tirer là où je suis, mais qui font de la compète, qui sont vraiment combinaison FFT, qui ont des flingues de compète qui coûtent une semaine de salaire à Elon Musk. Donc oui, mais c'est très spécial, il y en a pas beaucoup, elles viennent à des horaires particuliers. Et puis il y a des vieilles Calamity Jane aussi qui viennent tirer avec des vieilles pétoires de temps en temps. Ça doit être propre à ma région, je pense. Je sais pas trop. En France, on a beaucoup de tireuses également en 22 à air comprimé pour l'Olympique. Par contre, on a une excellente tireuse qui elle fait du tir du PRS, donc c'est du tir longue distance. Alors vraiment du vrai
tir longue distance, hein, les gars, on est à plus de 200 mètres là pour le coup. Donc ça va taper jusqu'à 1300 mètres. Ouais, pour tirer dans les oreilles, ça. En déplacement également, donc c'est une personne qu'on sponsorise avec Vortex et elle fait des très très bons résultats. Elle a fait championne de France, championne d'Europe et elle attaque les championnats du monde. Et elle met la mythe à beaucoup de mecs et ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez pas la louper. Elle a une carabine magnifique, toute rose avec des licornes dessus. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, on a une jeune fille FFT là qui vient au stand et qui a aussi du matériel rose, casquette rose, floqué FFT et tout. Ça doit être une fan, je pense. Voilà. Pour Just Japan, une question, les armes collection historique, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des dates précises? Alors là, mon lapin, tu me poses une question qui va être à cascade. On va faire très vite parce que sinon on va y passer la nuit et on va sortir des sous-dossiers de sous-dossiers. Surtout qu'en plus là, tu parles d'armes historiques et dans le chat, il y en a un, il va te faire 6 thèses à la Balzac. Rapidement, en France, tout ce qui est avant 1900, c'est considéré comme des armes de collection. D'accord? Sauf qu'il y a beaucoup d'armes avant 1900 qui sont également classées en catégorie B. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des armes avant 1900 qui ont de la munition qui peuvent également fonctionner dans de l'arme récente et ou qui ont une dangerosité spécialisée. Oui, non, c'est pas que je parle. Ils ont une dangerosité dangerosité avérée. Donc ils peuvent pas les laisser en catégorie D, donc de collection détenable sans rien du tout. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que si je réponds vite, oui, il y a une date, c'est 1900, c'est tout ce qui est fabriqué avant 1900, et les critères, il y en a beaucoup, il faut que la munition ne soit pas de la munition actuelle qui fonctionne dans les armes actuelles, il y a des années de fabrication, il faut pas que ça soit une copie. Je pourrais, si tu veux, envoyer ça à Satsujin après, il te renverra ça, mais là c'est vraiment très très long, il y a beaucoup de thèmes, de sous-thèmes, de sous-sous-thèmes encore. Oui, voilà. C'est un sujet assez épineux parmi les collectionneurs aussi, de la même façon que les armes démilitarisées, neutralisées, c'est un sujet super vaste aussi parce qu'il y a eu tellement de changements de loi aussi là-dessus. Une arme de la Première Guerre est une arme de collection, bah oui et 1900. Non. 1900. Oui 1914. Tu peux les collectionner si tu as les autorisations adéquates, comme chez là, mais sinon c'est pas encore collection. Et alors ça, c'est un point commun visiblement avec les États-Unis, parce que moi qui ai des références, je me rappelle que quand je vais chez ma mère, elle regarde Pawn Stars le dimanche, et quand ils viennent leur vendre des armes sans papier, ici elle est avant 1900, je l'achète. Ah, tu vois que j'ai quand même des références. Bien sûr. Hein et pour Nono, on travaille sur le projet pour l'instant pour les AR. C'est pas au goût du jour pour l'instant, pas avant 2025-26. Voilà. Ah oui, donc effectivement. Ok. Je voulais parler. Alors oui, je voulais dire aussi la personne qui doit passer pour venir débattre avec nous. Je vais mettre le lien vers le Discord si elle s'est pas encore. Hop là. Alors attendez les enfants, je sais, vous voyez tout à l'écran, c'est pas très professionnel, mais en même temps vous me connaissez, hein, voilà. Alors, oh mais c'est pas possible. Allez. Voilà. Je bosse dans le milieu de la vente aux enchères et je confirme, les armes de collection ça circule pas mal. Oui, oh, bah, j'imagine, ouais. J'imagine, et dans les bourses aux armes, moi je sais qu'à la campagne, là, depuis qu'on est là, il y a pas mal de bourses aux armes sur des brocantes, enfin c'est des brocantes spécialisées plutôt dans le coin, où on trouve aussi bien des sabres de cavalerie que des pistolets d'ordonnance, des trucs comme ça, et effectivement, bah, les vieux ici qui vendent ça en plus de lanternes de cocher sont pas tellement au courant très au courant des législations, mais c'est à vous de faire attention et de pas faire l'andouille, parce que c'est vrai qu'acheter une catégorie A alors qu'on est tireur sportif et qu'on a toutes ces autorisations, bah on se retrouve un peu comme une andouille, voilà. Ou en avoir chez soi qui traîne et pas savoir qu'en faire aussi, on se retrouve comme une andouille. Voilà. Oui, il y en a qui circulent, ouais, tout à fait. Il y a eu des pistolets de Napoléon en vente il y a pas longtemps. Ah ok, ben ça oui, là on est dedans par contre, hein. Et c'est très agréable à tirer. J'ai fait de la poudre noire impériale pour la première fois il y a pas longtemps. C'est vachement bien, mine de rien. C'est un peu fastidieux, mais bon, c'est pas mal.
Ah, vous réglez vos comptes entre vous, d'accord. Vos comptes entre vous. Ok. Ah, une série de 9 pubs. Ah ouais, pour ça, il faut s'abonner. Ah, il n'y a pas le choix. Là, si on s'abonne pas, pouf. Petite moufle, bonsoir. Alors, pour ceux qui vont venir débattre tout à l'heure et nous dire pourquoi c'est mal d'avoir des armes et d'être passionné d'armes à feu, vous venez dans le Discord et une fois que vous y êtes, vous montez dans la salle d'attente. Vous verrez, il y a un salon sobrement intitulé salle d'attente. Bah, c'est une salle d'attente en fait. Et moi, je vous ferai monter ensuite. Il y a Pichan, ma petite minette qui vient de rentrer là. Et elle ne va pas monter dans la salle d'attente parce qu'elle aime pas les armes. Enfin, peut-être, je lui ai même posé la question, je ne sais pas. Mais après, vu qu'elle a du goût, si ça se trouve, elle doit aimer ça. Donc voilà, vous venez si vous avez envie de parler. Je ne sais plus me rappelle plus du pseudo de la personne qui devait passer ce soir. Donc si elle est dans le clavardage, eh bien, venez sur le Discord et qu'on puisse commencer à parler. Et en attendant, moi, je voulais passer sur une discussion peut-être moins technique maintenant et parler un peu de l'approche que peuvent avoir les Occidentaux très particuliers que sont les Français par rapport aux armes à feu. Et je connais la réponse, nous en avons maintes fois parlé, mais je pense que ça va passionner notre auditoire. D'où vient cette terreur et cette peur panique de certains de nos concitoyens pour la notion même de tir et de possession d'armes à feu, selon toi, Docteur Jean-Mi? Selon moi, là pour le coup, on va se baser sur quelque chose qui est beaucoup plus factuel. C'est tout simplement la rétrospective. La rétrospective de la France, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, c'est des longues périodes de baston entre voisins, donc que ce soit aussi bien les Allemands, les Italiens, les Espagnols, parce que bon, on avait les Suisses également, mais eux c'était plutôt pour le comté, pour le fromage. Donc on a toujours une appétence pour se mettre sur la gueule, mais comme tous les peuples, là-dessus il y a pas de souci. Mais ce qui induit également le fait que on a développé également de la technique, et que ce soit de la technique sur de l'arme au début pour faire des beaux boucliers, des belles armures, des belles lames. Petit à petit, on a commencé à mettre de la poudre qu'on a trouvée en Chine, à les mettre dans des tubes, à pousser un projectile avec, puis on s'est dit ça c'est pas trop mal, mais vous voyez, quand il pleut, c'est compliqué, il faudrait qu'on ferme ça, on va mettre un bassinet avec une pierre dessus. Et en fait, c'est une très très longue histoire qui remonte à plusieurs centaines d'années, voire même milliers, qui débouche sur quoi? Sur tout simplement les moments épique de la France avec les guerres napoléoniennes et de l'avancement technique ultra avant-gardiste de l'armement, jusqu'à un moment où on commence à avoir une baisse de régime à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que on s'était mis sur la gueule, on a dit que c'était la der des der, donc on n'y croyait plus trop, et puis à la fin à simplement un côté politique en disant que on était le pays des droits de l'homme, et le pays des droits de l'homme ne peut pas se dire que il y a plein d'armes chez lui, parce que si on a le droit de l'homme, forcément s'il y a des armes, pour les gens ça allait pas ensemble, et donc on a diabolisé l'arme. Ce dont je te parle là, excuse-moi, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir des années 60 énormément, donc on a eu une première chose qui est un peu la vague hippie, qui a été mélangée également avec le mouvement des jeunes de mai 68, qui voyait tout ce qui était dans l'armement quelque chose de colonialiste, quelque chose de, de destructeur, quelque chose qui est en fait la face immergée de l'iceberg de l'arme, c'est-à-dire que les choses que les gens veulent bien voir. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a fermé de la manufacture. On a fermé la manufacture d'armes de Bayonne, on a fermé la manufacture d'armes de Rouen, la manufacture d'armes du Rhin, on a fermé de Stéphanoise, énormément de manufactures. Et on arrive à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on arrive à quoi? On arrive sur un pays qui a probablement une des meilleures armées du monde, et je dis pas ça parce que je suis français, oui, mais tout simplement parce ouais. que c'est historique, je veux dire, n'importe qui a travaillé sous les drapeaux vous dira que face à n'importe qui, même, et surtout les Américains, on a un des soldats, un des meilleurs soldats. Sauf que ce soldat français, à la ceinture, il a une arme autrichienne, dans les mains, il a une arme allemande, il a un couteau français, voilà. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il a des pompes allemandes, il a, voilà. Donc aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, c'est si on le fait pas au moins pour le public, pourquoi on le fait pas pour notre armée? Et il y a des gens qui vont dire parce que l'armée s'est dépassée. C'est une chose que je peux entendre également.
Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si demain vous me signez le fait qu'on est dans un pays de bisounours et qu'il n'y aura jamais de problème à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, moi je suis d'accord avec vous, l'armée ne servira jamais à rien. Et là, on finance des gens qui nous coûtera énormément cher pour rien. Voilà. On a des canons César, on les a donnés. Ça, on en parlera plus tard. Leonard, c'est effectivement des canons César, mais c'est un autre type d'armement. Et là, pour le coup, c'est là où j'allais venir sur la deuxième partie. C'est que en fait, nous, on est les leaders, c'est un des leaders des ventes d'armes dont on ne parle jamais. De systèmes de radar aussi. Enfin, alors que je vous rappelle qu'on est les pays des droits de l'homme à qui on a enlevé les petites armes. Et si maintenant on attaque le volet, ce qu'on j'appelle l'angle mort de l'armement, en fait, la réalité c'est quoi? C'est que petit à petit, on a une baisse de l'autorité de la politique. On le voit maintenant, la politique, je veux dire, tu vois ton président, limite, tu te dis, c'est qui ce Charlot? Voilà. On a une baisse d'autorité de la politique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a énormément touché, c'est chaque président nous fait regretter le président d'avant. C'est vrai que j'ai entendu très souvent ce truc-là, et finalement, ouais, oui, c'est vrai. Il faut y arriver quand même. Hein. Je veux dire, moi j'ai connu des présidents, je me dis personne ne fera regretter celui-là, et j'ai arrivé à les regretter. Donc on est quand même à un niveau de violence qui est quand même, voilà, bon bref. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une société perd de l'autorité, de la crédibilité. Ben, on va désarmer les citoyens parce que quand il se passe un mouvement de révolte. On va parler des gilets jaunes parce que c'est ce qui va vous faire allusion forcément à la tête, mais moi je parle de problèmes qui vont être beaucoup plus profonds et beaucoup plus sociaux. Les gens se disent on ne pourra pas tenir des mouvements de contestation massifs comme ça si les gens sont massivement armés. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été fait. Bien sûr, ça a été fait courant années 80 parce qu'il y a une grande politique qui a été mise en branle, mais ça nous regarde pas, c'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est intéressant pour le sujet de ce soir, c'est savoir que en fait tous les citoyens qui finalement c'était des gars qui comme vous et moi, ils avaient un flingue chez eux, mais ça leur faisait bouger, ça en touchait une sans faire bouger l'autre. On leur dit ça, c'est pas bien, il faut l'enlever parce que sinon, tu vois, t'es pas un bon citoyen. Par contre, de l'autre côté, du Rafale, on y va, du canon César, on y va, du missile balistique solaire, on y va, et ça, par contre, ça choque personne. Et c'est la question souvent où je dis, oui, quand on parle d'armes, de quelle arme parle-t-on? C'est ça. Parce que le couteau dans ta cuisine est autant une arme que le Glock que j'ai dans mon coffre-fort, que le canon César dont parlait Luarnos. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'arme en tant qu'elle, moi, je n'en connais pas. Encore une fois, je suis désolé, je fais une référence, mais c'est très marquant et c'est très parlant. Il y avait une série que j'aimais beaucoup parce qu'elle parlait souvent de ça, c'est Family... American Dad. American Dad, oui, tout à fait. Voilà, le gars prend, il pose son Six Hour sur la table, il dit vas-y, tue quelqu'un. Voilà. Alors, je sais, on va me dire c'est une caricature, mais une arme seule n'a jamais tué qui que ce soit. Ah mais bien sûr, mais c'est un outil, bon mais ça je vous renvoie pour la 100 milliardième fois vers la chaîne Plomb, Poudre et Laiton d'Arnaud, qui est très didactique et qui a fait changer d'avis plein de gens à qui j'étais fatigué d'expliquer les choses. Ah oui, non mais il y a un moment, Arnaud il est toujours très salutaire, mais là pour ça, merci pour ta chaîne camarade, parce que ça sauve des neurones, ça me sauve des neurones en tout cas à moi, et beaucoup de salive, c'est parfait. C'est un vadémécum anti-relou en fait, mais pardon pour cette petite incartade. Mais alors moi tu vois, je vais me risquer sur un terrain sur lequel je sais que tu ne vas pas te risquer en public. C'est que moi je trouve qu'aujourd'hui l'interdiction faite aux citoyens responsables et aux citoyens tout court de posséder une arme est une des décisions les plus réactionnaires qui ait jamais été prise depuis l'histoire de la République française. Alors vous le savez, je suis pas très républicain dans l'âme, mais bon, on va dire depuis l'histoire de la République française, parce que justement le fait et le droit de se constituer en groupe de défense, le droit de conserver une arme pour protéger la démocratie et le cas échéant faire tomber un tyran ou un dictateur est un acquis de la Révolution, on l'oublie quand même assez rapidement, pas que américaine mais française aussi, et le fait de désarmer ses citoyens, pour moi j'ai toujours eu ça en tête comme étant un acte ouvert d'empêcheur de démocratiser en rond, quoi.
Et je trouve ça très marrant que la propagande des années 60-70, encore une fois, hein, la vraie rébellion, on ne la voit jamais et on n'entend jamais les vrais contradicteurs, ceux que l'on voit en masse dans la pop culture, à la télévision, dans la musique, dans l'art, etc., sont des gens qui sont tolérés par les systèmes. Je vais pas faire mon néoréac, mais par les systèmes, parce que si quelqu'un était vraiment si dérangeant que ça, on ne le verrait pas dans les médias. Donc tous ceux qui ont fait l'apologie du pacifisme et de l'anti-armement, avec très souvent un AK-47 comme symbole de la rébellion des peuples libres, hein, et à disposer d'eux-mêmes, ce qui est toujours très bien de l'autre côté de la planète, mais jamais très bien devant sa porte, mais ça c'est un autre problème, quoique pas tellement, me semble aujourd'hui être une des décisions les pires qu'il puisse y avoir. Et je comprends, pour y avoir habité, pour y avoir encore de très bons amis, pourquoi les Américains sont si attachés à ce fameux amendement qui ont fait grincer des Molières plus d'un, et qui pour moi me semble essentiel parce que il garantit que rien ne se passe, et il permet aussi cette fameuse liberté d'expression totale qu'il y a aux États-Unis, parce que on sait que si un jour un gouvernement va trop loin, si un jour on vote pour le mauvais, ce qui est jamais arrivé jusqu'à maintenant, si peut-être Jimmy Carter, il est pas terrible, sans quand on rend des cacahuètes, on peut pas être terrible, et le peuple sera là pour se révolter et pour chasser le tyran. Toutes les dictatures qui sont mises en place en Occident, en Orient et partout, la première chose qu'elles ont faite, c'était interdire la détention des armes et de tous les moyens, d'où les inventions des arts martiaux, des fléaux d'armes, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon point de vue à moi, je ne vous force pas à le partager, c'est la petite réflexion que je me fais depuis bien longtemps par rapport à cette propagande grand public systématique contre les armes à feu, et une fois de plus, comme tu le dis, de cette industrie florissante de l'armement lourd, donc, mais aussi des cartoucheries. On habite juste à côté de Bergerac, ici, Bergerac, poudrière de Bergerac. Ils agrandissent sans arrêt, ils construisent, ils poussent les murs, ils construisent des nouvelles fabriques, on construit toute la poudre qui part à droite et à gauche, mais c'est quand même très très mal. Voilà, et moi ce paradoxe m'agace, vous l'aurez compris. Le Japon n'est pas dans cette optique-là, c'est encore très différent. J'anticipe les questions, hein, comme ça, on fait qu'un voyage, comme disait l'autre. Mais il y a quand même ce sentiment aussi qui a été nourri par la propagande américaine depuis 1945 au Japon, pour que la population ne s'arme pas. Pourquoi ? Parce qu'un occupant qui verrait un occupé armé, est-ce que les Français avaient le droit de s'armer entre 40 et 45 ? Pas tellement. Voilà. Donc c'était ma petite contribution au pourquoi je trouve que interdire le port d'armes citoyen est une aberration. Je te laisse maintenant le microphone que j'ai beaucoup trop accaparé. Je vais attaquer un autre angle parce que ça ne me concerne pas tout ce qui va être politique aujourd'hui. Moi, je parle vraiment de tir sportif. Moi aussi, c'était mon... Non, mais c'est pour ça que du coup, je rebondis pas sur cet angle-là, mais sur l'autre angle, moi, qui est simplement la liberté du citoyen à pratiquer un sport. Tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une personne qui va faire du baseball, si on veut, sa batte de baseball peut être une arme par destination et une arme contondante. Est-ce que si vraiment on a des gros problèmes avec les battes de baseball ou les armes blanches en général, on va se rentrer dans, dans cette dynamique-là de dire, on va priver le citoyen de ça. Moi, aujourd'hui, le truc qu'il y a, c'est que mon problème principal, hormis tout ce que tu as dit, et forcément, il y a des choses que je ne peux qu'adhérer, des choses sur lesquelles je tempérerai, mais moi, la chose qui me révolte le plus, si tu veux, c'est le fait de dire, écoutez, vous êtes des enfants, vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le mec, il me dit, le matin, tu te lèves, tu vas bosser, tu payes tes impôts, tu vas faire ci, donc je suis un citoyen, je suis vraiment un citoyen, je veux dire, je vais pas en prison, je fais tout ce qu'il faut faire pour être un citoyen. Alors, je suis pas forcément modèle, hein, mais je suis un citoyen. Et par contre, on va me dire, non, tu peux pas avoir d'armes parce que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la liberté que je donne à mon gosse, parce que moi, mon gosse fait du tir avec moi, en fait, l'État, si elle refuse ça, elle me considère, en fait, moins que ce que je considère moi, mon gosse. En niveau responsabilité, je considère énormément mon enfant, vous imaginez bien. Mais c'est là-dessus, en fait, que moi, ça pêche et où je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a une perte d'autonomie qui est voulue, qui est désirée, où les personnes disent, oui, forcément, on va pas laisser des armes à la maison. Mais attendez,
vous imaginez bien que si demain une personne pète un plomb, entre le fait de monter, ouvrir le coffre, prendre des cartouches, mettre dans un chargeur, prendre un truc et tuer sa famille, ou prendre un couteau et balancer dans la tête de sa femme, à mon avis, on peut faire des statistiques rapides. Moi, j'ai les chiffres sous les yeux, il n'y a pas match. On est chez nous. Hein. Donc aujourd'hui, parce que s'il faut qu'on rentre là-dedans, donc les chiffres, si vous voulez les voir, c'est cepicinserm.fr, cause de décès. J'avais. Voilà, donc voilà, on a 1594 décès par arme à feu, 1486 hommes et 108 femmes, 24 par accident, 89 homicides, 1102 suicides, 379 décès indéterminés. Ces chiffres-là ont une dizaine d'années. J'ai pas trouvé les chiffres beaucoup plus récents avec autant de précision. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les chiffres qui sont en vente tournent entre 1007 au plus haut et 1003 au plus bas. Donc on peut dire que 1006 c'est un chiffre médian. Peut-être que ça a explosé, je suis désolé, hein, j'ai pas les derniers chiffres. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends ce chiffre-là de 1600 personnes, donc en décès par arme à feu, on est loin, très loin du nombre de décès, tout simplement par arme blanche. Oui, bien sûr, arme contondante, arme blanche, ou voilà, arme donc, par destination. Voilà. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on est toujours dans cette idée, de se dire c'est le fait d'avoir une arme qui est dangereuse que la personne qui est dangereuse. Et ça c'est toujours la même chose. Là, l'INSERM, donc là, vous le trouverez sur sena.fr, transparence sur la délinquance et la hausse des agressions. Donc là, le traité date du 15 juin. On a eu 44 000 personnes ont été victimes d'agressions à l'arme blanche. C'est ça, 120 attaques par jour environ, si je ne m'abuse. 120 personnes par jour. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, les gens vont dire oui, mais tu prêches pour ta paroisse, t'es bien gentil, on a compris, mais c'est une vraie question que je pose. Aujourd'hui, quand on voit un tel ratio et une telle différence, est-ce qu'il n'y a pas une démesure? C'est la simple question que je pose, en fait, vraiment. Tu sais, la question que tu poses et puis la démonstration brillante que tu viens de faire, on a eu à peu près la même discussion il y a quelques mois avec Richard, tu sais, de Richard Sorter, oui, tout à fait. Qui est un individu absolument remarquable, que j'aime beaucoup. Et on parlait de cette problématique par rapport à la chasse et aux anti-chasses et aux statistiques justement de morts à la chasse, qui sont environ de 0 à 1 personne par an. Alors je parle de mort directe par un coup de fusil, etc., etc. Pas par des gens qui tombent dans une crevasse, qui se font défoncer par un cerf ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même un des sujets qui focalise. Alors je vais pas donner de nom parce que ce serait pas gentil de parler de Sandrine Rousseau, mais des gens qui sont plus ou moins anti-chasse sans savoir pourquoi et qui sortent systématiquement les mêmes arguments. Et là, ce que tu viens de dire par rapport aux morts par arme à feu, ça rejoint tout à fait ce que me sortent régulièrement les anti-tirs sportifs, comme quoi on parle vraiment pas du tout de la même chose. Hein. C'est comme parler de boucherie et parler de tueurs en série au couteau, c'est le même outil, mais c'est pas la même destination. Et c'est systématiquement les arguments, je vais y arriver, qui reviennent lorsque je parle de tir, ou même juste de collection d'armes, parce que moi je connais des gens qui collectionnent juste les armes pour la beauté des objets, l'histoire qu'il y a autour, la mécanique, il y a ça aussi dans le tir. Moi c'est un truc qui me passionne. Et on a cette problématique, je pense, dans tout ce qui touche de près ou de loin aux armes, et la chasse, en plus on tue on tue la maman de Bambi, donc c'est encore pire. Au tir sportif, on tue que du carton, normalement, des fois de l'acier quand le gong est mal forgé, mais enfin ça reste, une fois de plus, et je le répète, et je vais faire du bis repetita avec ce que tu as dit et ce qu'on a déjà dit, mais enfin le tir sportif, ça reste un loisir avec des jouets, avec des instruments, avec des outils, avec ce que vous voulez, au même titre que le lancer de marteau, hein, qui peut être très dangereux si on le prend dans la fif quand même. Le javelot, le disque, le tir à l'arc aussi, tout simplement, et toutes ces sortes de choses. Et effectivement, je trouve ça bien qu'on recentre aussi. Je suis allé beaucoup trop loin. Je suis un garçon très excessif, hein, tout le monde te le dira.
Dès que je commence à parler liberté, liberté chérie, j'écris ton nom sur la crosse de mon AR, j'écris ton nom, enfin tu sais, tu connais le poème. Et donc je m'emballe, je m'emballe. Et quand on s'emballe, c'est déjà beaucoup trop cher. Donc on va se remettre à parler de tir sportif et arrêter de philosopher sur ce qui n'est pas. Je pense que notre ami anti-armes ne viendra pas. Il est 21h19, il sait qu'on s'arrête vers 22h, il était là la semaine prochaine, il était là la semaine prochaine, c'est ça va beaucoup mieux. Mais écoute, j'espère qu'il viendra, et bonne nuit, bonne soirée à toi, Nota Bene, merci. Du coup, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est on va parler un petit peu d'initiation au tir, parce que c'est un truc que j'ai envie de mettre dans la capsule, et ensuite vous pourrez poser vos questions, voilà. Effectivement, mon micro saturé un peu, c'est que je l'avais monté à fond, comme d'habitude, j'ai des interlocuteurs qui ont des micros pourris, et qu'aujourd'hui notre invité d'honneur a un micro magnifique, enfin j'imagine parce qu'il ne sature pas. Voilà, je voulais avant de prendre les questions de notre charmante audience, te poser la question idiote qu'on me pose souvent, mais je préfère que ce soit toi qui donne la réponse, ce sera plus crédible. Quelqu'un qui dans le clavardage, là à part notre ami Louernos qui lui est déjà équipé déjà, qui voilà, très bon matériel, ça j'abonde. Quelqu'un qui... Voilà, canon César. Bah, pour commencer le tir, moi, what else, quoi. Hein, je veux dire, là, c'est du longue distance, du coup. Là, on est sur du plus de 150 mètres, a priori. Mais bonsoir, Yami, bonsoir. Comment c'est le tir? Aujourd'hui, bah, y a quelqu'un dans le clavardage qui veut y aller, qui va prendre sa licence, voilà, il fait sa petite école de tir au 4,5, au plomb, dans la petite salle, il ramène ses petites cibles, et paf, il peut s'acheter une arme, donc en catégorie C pour commencer. Toi, qu'est-ce que tu recommandes pour un budget? On va dire, le gars, il a, allez, 500 balles de budget, il s'achète quoi? Alors, ta question, elle est aussi facile que de dire demain, il y a un mec qui veut se mettre à la boxe taille, tu lui conseilles quoi? En fait, ça marche pas exactement comme ça. Il y a deux types de tireurs. Tu vas avoir d'un côté ceux qui ont la pelle et ceux qui creusent, c'est ça? Exactement. Tu vas avoir les personnes qui vont être des carabiniers. Par exemple, dans le chat, ça tombe bien, on a un carabinier, et tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt à l'arme de poing, et on a également dans le chat une personne qui est à l'arme de poing. Donc déjà, avant de commencer, il faut savoir avec quoi on est le plus à l'aise. Normalement, quand on commence, on préfère les carabines parce qu'on a un peu plus de confort de tir et on a un résultat qui est un peu plus récompensant rapidement. Ça, c'est la première chose. Après, quand on veut faire du tir un peu plus rapide, un peu plus dynamique, avec des changements de cible, changements de chargeur et tout, on va plutôt s'orienter sur les armes de poing. Mais si vous n'avez pas de chance et que vous êtes comme moi, que vous aimez autant les armes de poing que les armes longues, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que il vous faudra absolument un 22 long rifle au minimum pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Parce que la plupart des 22 long rifles vont avoir une carcasse qui vont être assez proche des armes définitives en gros calibre, et surtout parce que pour vous, comme pour les autres que vous allez peut-être former par la suite, c'est une arme que vous allez acheter et que vous allez transmettre. Elle est facile à silencer, donc ça veut dire par là que vous mettez au bout un réducteur de son et vous allez avoir très très peu de son, vous pouvez même presque tirer sans casque si il n'y a pas d'autres personnes sur le pas de tir qui tirent à côté. Et il n'y a pas de recul, ce qui fait que vous allez travailler uniquement sur la technique, la prise de cible, le lâcher du souffle et la pression sur la queue détente. 500 balles, qu'est-ce qu'on prendrait? Moi aujourd'hui, les prix des armes ont explosé sur mes armes fétiches, donc je vais être obligé de ouais. Donc aujourd'hui j'ai été, et c'est pas parce que tu l'as, mais parce que je l'ai essayé également, j'ai été vraiment bluffé par la XPRT de chez Winchester en carabine, qui est un bon produit mais qui vaut plus de 500 balles malheureusement. Oui. Mais voilà, si je prends une carabine en 22 aujourd'hui, je partirai là-dessus parce que on est quand même sur du très bon rapport qualité-prix, les boîtiers sont assez bons, c'est assez fluide, ça reste d'un... Voilà, on est sur un bon rapport qualité-prix. En arme de poing, alors là, par contre, j'ai rien en 22 à vous conseiller dans ces prix-là, à moins que ce soit le local. ISSC Omni 22. Alors d'ailleurs, si vous voulez commencer, j'en ai un à vendre. Ça va me faire du mal de vous le vendre, mais si vous insistez, je peux vous faire un prix. ISSC Omni 22, en 22, c'est... Allez voir la vidéo. Ouais, tu sais quelle est la différence entre la grippe et la oui, c'était pas la grippe quand tu me l'as raconté, mais on va garder... Voilà. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vous conseillerais de partir, si vous voulez une arme loisir en 22, plutôt sur des pistolets très très polyvalents comme les P07
cadet, ou les Ruger SR22 qui est mon arme de cœur. J'aime beaucoup cette arme, très petit, très maniable, aussi bien pour les débutants. Oui, ben ouais, Just Japan, le Walter PPK, mais ça vaut une fortune. Ouais, le Walter en 22, parce qu'on dit Walter, vous commencez à me gonfler tout. Arnaud en a un en 22, le PPK, il coûte une blinde, je confirme. Non, mais ça vaut une fortune. Par contre, une marque qu'on oublie souvent, qui est le Bersa, donc qui est fabriqué en Argentine par des personnes qui sont parties en Allemagne en 44, je sais pas pourquoi, les mecs ils ont voulu oui, mais en 44. c'est parce qu'il y avait des... Ouais, c'était pour le climat, je crois. Enfin, on m'a raconté des trucs, j'ai oublié. Moi, je sais pas trop, mais bon. Il y en a qui sont partis faire des fusées, il y en a qui sont partis faire des flingues, bon bref. Donc oui, non, mais par contre, Just Japan, oui, le Walter, excusez-moi, PPK est une excellente arme. Mais aujourd'hui, disons que ouais, 500 euros, c'est un petit peu juste, au moins pour l'arme de poing, mais bon, pour la carabine. Oui. Pour la carabine, oui, effectivement, on trouve des bonnes choses. Prenez de la CZ, prenez de la Winchester XPRT, trouvez des produits comme ça, ça reste quand même des bonnes références, ouais. Oui, je suis assez, même très d'accord pour la Winchester ou la Expert, c'est vraiment un truc... On a essayé du moins cher avant et franchement, non, ça sert à rien. Après, effectivement, elle a un peu plus de... Il y a un PPK à 490 sur S-Histoire. Ah ok, en 22 ? Parce que j'en vois rarement, mais c'est possible. S-Histoire, ils ont beaucoup de choses. Et tout à l'heure, je voyais... Johan, c'est une merveille. Alors, les histoires, excuse-moi, je te coupe, c'est pas poli. Non, mais j'ai l'habitude, t'inquiète. Je vais faire de la pub pour les histoires, ça tournera bien. Donc les histoires, je sais pas si tu connais, c'est une personne qui... Bien sûr, et ils m'ont répondu qu'ils me reprenaient pas mon ISC la semaine dernière. Ça m'étonne pas. Donc du coup, c'est une personne qui est passionnée de véhicules à la Seconde Guerre mondiale, a monté je crois, à confirmer, je crois, un des plus gros musées privés d'Europe sur les véhicules. Donc tu vas chez eux, il y a des U-Boot, il y a tout, c'est incroyable. Et vu qu'il aime également l'arme de la Seconde Guerre mondiale, il a dit bon ben je vais faire une armure également et il rachète plein de trucs. Ouais, oui, ça y est. Et du coup c'est Johan qui s'occupe de ça. C'est un armurier exceptionnel, c'est une bible. Il connaît énormément de choses. C'est un très bon armurier. Et je peux vous conseiller vraiment si demain vous voulez des trucs qui sortent de l'ordinaire de la Première Guerre mondiale, même un petit peu avant jusqu'à maintenant, il trouvera quelque chose pour vous. Il y a pas de souci. Ouais, et puis il a de la pièce tout le temps. C'est